Avant l'aube du 16 octobre 2025, le ciel au-dessus de la mer Noire fut le théâtre d'une confrontation que personne n'était censé voir. D'un côté, un convoi russe escorté par des jeeps blindés transportait 15 missiles tactiques. Fate 110 et Zulfagar de fabrication iranienne, chacun capable de frapper une ville située à près de 305 km avec une ogive de 500 kg. D'un autre côté, une formation silencieuse de drones kamikazes FPV ukrainiens et d'unités de surveillance MQ-9 Reaper attendait dans l'obscurité guidée par une IA satellitaire en temps réel et une arme jamais testée au combat, la suite de guerre électronique Echo Trap. Comment un drone à 500 $ peut-il détruire une batterie de missiles d'une valeur de 120 millions $? Avant l'aube, le port de Novorossiysk sur la mer Noire a été le théâtre d'un transfert clandestin entre Téhéran et Moscou. Un satellite du système spatial Lantern à Kiev a pris une image thermique à travers le brouillard de Crimée et a repéré un convoi se déplaçant en silence composé de 15 camions lourds. 4 véhicules d'escorte, 2 jeeps de commandement des conteneurs en acier marqué ALH, 455 et environ 20 personnes armées. Les images ont été analysées par le service d'analyse de Kiev et le verdict a été sans appel. La cargaison était composée de missiles tactiques iraniens, notamment des ogives de classe Fatek Cent-Dix et des composants Zulfagar, chacun pouvant transporter environ 1100 livres et avoir une portée approchant les 190 miles. La salle de situation a enregistré les chiffres, calculé le potentiel d'explosion et émis un ordre permanent unique, activation de l'opération Voile de nuit. Un drone Reaper MQ-9, armé de 4 missiles AGM Wonder Quarters Hellfire, a grimpé à 10 pieds pour suivre la colonne. Enregistrement des impulsions radio, des signatures thermiques des moteurs et cartographie des arrêts probables. En quelques minutes, 2 plateformes blindées MTLB ont été transformées en neutres de guerre électronique Ford équipés d'émetteurs personnalisés et d'un système de contre-mesure appelé piège à écho, conçu pour renvoyer les signaux de brouillage à leur source. L'objectif était clair, empêcher le convoi d'atteindre la zone de rassemblement de Belgare. Le temps pressait, les décisions s'accéléraient. La nuit était pesante. La fenêtre de surveillance se fermait et le combat commençait. À 0H-G33, le drone Reaper MQ-9 transmettait des flux infrarouges électro-optiques continus. Les interceptions radio et les cartes thermiques des moteurs indiquent que le convoi se déplace vers le nord à 61 km/h à travers une forêt dense. L'IA prédictive a calculé que le convoi ferait une pause 20 km plus loin à un dépôt de carburant abandonné. Les neutres de commandement ont confirmé la composition 15 camions lance-missiles, 4 véhicules d'escorte et 2 jeeps de commandement. Potentiel explosif total supérieur à 16-0, livre d'équivalent TNT de haute qualité, lorsque les ogives et le Proper-Gol sont combinés. 2 véhicules blindés. MTLB indicatif Echo 1 et Echo 2 étaient positionnés en zone de brouillage radar à 4 mètres de l'autoroute. Chaque MTLB était équipé de 2 émetteurs de 4 kW, alimentant un système de guerre électronique et un dispositif de contre-mesure appelé piège à écho conçu pour capturer et renvoyer les ondes de brouillage entrantes à leur source. À 4 à 1. 5. Une batterie russe Boom. 2 situé à 13 km au sud, a détecté un drone de reconnaissance ukrainien volant à basse altitude 190 mètres et l'a abattu avec un missile se déplaçant à Mach 3,5. Quelques instants plus tard, 2 drones Orlan-Dix ont été lancés et ont diffusé un brouillage à 4,3 GHz sur un rayon de 26 km. Le piège Echo s'est verrouillé sur la rafale de 4,3 GHz, a inversé la phase et a amplifié les signaux de retour jusqu'à ce que les unités Orlan signalent des coordonnées contradictoires. Pendant 172 secondes, le réseau de brouillage russe a été hors service. Les cartes prédictives ont utilisé cette fenêtre de coupure de courant de 4H à 13H. La télémétrie des drones a confirmé que le convoi était entré dans le rétrécissement et s'arrêterait dans une zone de destruction calculée aux 12 pieds près. L'ordre d'exécuter la frappe alpha a été transmis par les voies sécurisées. 20 drones kamikazes FPV et plusieurs munitions rôdeuses de la série Shahed ont été lancés depuis des soutes dissimulées. Chaque drone FPV pesait 2 kg et transportait une charge creuse de 0,9 kW optimisée pour perforer les réservoirs de carburant et faire exploser le Proper-Gol adjacent, l'SM.
a atteint une altitude de 60 mètres et a synchronisé ses mises à jour de guidage à 20 reprises par seconde, grâce à la télémétrie par impulsion laser et à des liaisons maillées cryptées. L'attaque s'est déroulée en une série d'actions. 10 drones ont ciblé en priorité les camions-citernes. 5 ont engagé des remorques de missiles. 5 véhicules de commandement ont été touchés. Le premier impact a percé un camion-citerne transportant 620 gallons de diesel. La boule de feu orange qui en a résulté a atteint une hauteur de 65 pieds et a enregistré une magnitude sismique locale de 3,2 sur les instruments situés à proximité. En moins de 8 secondes, 2 drones ont pénétré dans les soutes à missiles. Une ogive de classe DF-110, chargée de 0 livres d'explosifs et de Propergol, est devenue sympathique et a explosé avec un front de souffle se déplaçant à 1,700 pieds par seconde. La réaction en chaîne s'est propagée de véhicule en véhicule. Le Panzer S, un situé à proximité, a tenté une contre-attaque en lançant 3 missiles solaires, chacun d'un coup unitaire de 9,0 d'un. Mais les échos-radars perturbés par la réflexion ont entraîné 3 interceptions dans le vide. En moins de 300 secondes. La formation de 15 camions lance-missiles a été entièrement consumée par les flammes. Les capteurs thermiques ont enregistré une température maximale de 760 degrés. Un 400 d'EGF près de l'épicentre suffisante pour faire fondre l'aluminium et déformer la suspension en acier. Des ondes de choc ont brisé des vitres à 9 mètres de distance. Des camions se sont effondrés, réduits à l'état de carcasse, et un cratère de 10,5 mètres de diamètre fumait encore au centre de la zone dégagée. La télémétrie a estimé à plus de 136 tonnes la quantité de matériel détruit et les pertes matérielles à plus de 120 millions de dollars. Des rapports de terrain russes ont par la suite fait état de 55 personnes tuées ou portées disparues et de plusieurs nœuds de commandement désactivés en raison de corruption radiofréquence. La séquence était chirurgicale rapide et basée sur les données flux orbitaux journaux de Reaper, captures de forme d'ondes de pièges à écho et télémétrie de drones synchronisés pour créer un enregistrement sans ambiguïté. L'opération a démontré comment des drones FPV à bas coût et la guerre électronique combinée à une IA en temps réel peuvent transformer un convoi logistique en une perte irrémédiable en quelques minutes. Si les États-Unis décident de déployer des troupes directement pour soutenir l'Ukraine sur le terrain, comment pensez-vous que le cours de cette guerre évoluera? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La frappe ne s'est pas arrêtée aux boules de feu. Elle a déclenché une série d'événements en cascade. Les évaluations et les contre-mesures étaient mesurées en secondes. Immédiatement après les détonations principales, une impulsion d'interférence électromagnétique s'est propagée hors de la zone d'impact. Les opérateurs de pièges à écho ont enregistré des formes d'ondes de brouillage réfléchi qui ont saturé les réseaux radio locaux et les bus de capteurs. Les canaux de commande de 2 véhicules d'escorte ont enregistré une perte de paquets supérieure à 87% et les coordonnées GPS ont subi des fluctuations allant jusqu'à 14 mètres. Les communications radio étant brouillées au sol, les équipes n'ont pas pu coordonner les opérations de contrôle des dégâts. Les premiers intervenants ont été ralentis. En moins de 60 secondes, et des équipes d'un centre logistique voisin ont tenté de s'approcher, mais ont dû rebrousser chemin sur ordre lorsque les capteurs thermiques ont enregistré 1,200 d'EGF et que le rayonnement thermique a dépassé les seuils d'exposition sécuritaire. La séquence de l'affrontement a été une chaîne d'événements cinétiques suivie d'un effondrement électronique. Le drone Reaper MQ-9 a transmis en continu des superpositions infrarouges à KI, permettant aux analystes de cartographier immédiatement la propagation des détonations secondaires. 17 pics de chaleur distincts supérieurs à 800 d'EGF ont été détectés sur un périmètre de 250 pieds, alors que les enveloppes des ogives se fendaient et que la combustion du Propergol se poursuivait. Le front de souffle initial se déplaçant à 1,700 pieds par seconde a fragmenté les véhicules, percé des trous, déformé les châssis en acier, les essieux et les composants de suspension. Les observateurs ont par la suite mesuré des éléments de suspension en acier déformé, pliés de plus de 0,5 pouces par rapport au plan d'origine, et des réservoirs de carburant en aluminium liquéfié, là où les températures dépassaient 1,200 degrés. Des éclats d'obus ont été projetés jusqu'à 365 mètres.
Des vitres ont volé en éclats dans un village situé à 5 km. Des capteurs sismiques ont enregistré un séisme de magnitude locale 0,12 centré sur le cratère. Ce dernier mesurait 10,5 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur dans un sol meuble où l'on pouvait observer sur les images satellites des traces de sol vitrifié et d'asphalte fondu. Les données télémétriques enregistrées lors du guidage des drones ont montré une synchronisation des impacts à 0,25 secondes près. Cette précision a permis de transformer une série de petites charges explosives en une seule action destructrice amplifiée. Les ingénieurs sur le terrain ont par la suite recensé les pertes du système d'armes. 15 véhicules d'escorte ont été détruits par les flammes. 4 jeeps de commandement étaient immobilisés et toutes les remorques de missiles présentaient des carters de moteurs rompus et des enveloppes d'ogives fendues. Les équipes médico-légales ont indiqué que les carters de moteurs de classe Fate St. Dix et les composants Zulfagar étaient fendus le long de soudures longitudinales, ce qui correspond à une détonation sympathique plutôt qu'à une démolition contrôlée. Le poids total du matériel détruit dépassait 300 lb. Les pertes matérielles sont estimées à plus de 120 millions de dollars si l'on tient compte des missiles, des remorques de lancement, des véhicules de soutien des conteneurs et des équipements tactiques spécialisés. Les pertes humaines ont été recensées et répertoriées. Les équipes de secours locales ont signalé 55 personnes tuées ou portées disparues. Parmi eux, plusieurs ont été identifiés comme conseillers infiltrés grâce à des communications interceptées avant que ces canaux ne soient défaillis. Le nombre de victimes restait contesté dans les déclarations publiques, mais était clair dans les rapports d'analyse forensique. Du côté russe, la réaction fut immédiate et désorganisée. Une batterie Panzer S, située à proximité, a tenté une défense ponctuelle. Son radar de conduite de tir a renvoyé des échos corrompus par des réflexions et de fausses cibles. La batterie a lancé 3 missiles solaires pour un coût apparent de 270 $ et n'a rien intercepté. Un missile s'est autodétruit à 200 de pied d'altitude, projetant des débris sur son propre périmètre. Les colonnes blindées russes, situées à 10 miles de là, ont modifié leur position, déployant des écrans de fumée et lançant des exercices locaux de préparation à la défense aérienne. Moscou a émis des communications d'urgence exigeant des explications. Throne a publié des démentis officiels concernant tout transfert direct, tout en déplaçant discrètement des envoyés diplomatiques vers des postes clés. À l'échelle internationale, des fournisseurs d'images satellites ont publié des images horodatées montrant le cratère et les restes en fusion. Et des analystes indépendants travaillant sur des sources ouvertes ont commencé à superposer ces horodatages aux données de Reaper. En quelques heures, l'opération a généré un important volume de données publiques, combinant imagerie satellite commerciale, interceptions de communications et rapports de soldats. Sur le plan stratégique, la frappe a anéanti une capacité avancée d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars et a créé un vide opérationnel immédiat. Les commandants intermédiaires sur le front touché ont perdu l'accès à un dispositif de remplacement complet pour un bataillon et les délais de réapprovisionnement ont été recalculés, passant de quelques jours à plusieurs semaines. La conséquence tactique était évidente. Un nœud logistique mobile avait été transformé en centre de ravitaillement par un petit essaim dur synchronisé et une guerre électronique à plusieurs niveaux. Politiquement, le coût dépassait la simple perte de matériel. Si des conseillers figuraient bien parmi les morts, la frappe franchissait le seuil d'une crise diplomatique internationale. Dans les 12 heures, des réunions d'urgence ont été organisées dans plusieurs ambassades. Dans les 24 heures, les agences de renseignement des capitales alliées vérifiaient les horodatages orbitaux avec les données télémétriques de sources ouvertes pour confirmer la chaîne des événements. Les analystes ont calculé un ratio d'efficacité qui a stupéfié de nombreux observateurs. 24 drones FPV et des munitions rôdeuses pour un coût total inférieur à 25 $ ont neutralisé un convoi d'une valeur de plus de 120 millions de dollars, soit un ratio coût-efficacité proche de 1 pour 5 $. Les planificateurs militaires ont exploité ce ratio et ont immédiatement entrepris des révisions de la doctrine de sécurité des convois, des contre-mesures de guerre électroniques, des procédures de dispersion et des protocoles de manutention du carburant renforcés, notamment
un espacement accru entre les véhicules des réservoirs de carburant blindés avec un blindage en acier de 5 cm et un système de navigation inertielle redondant afin de réduire les risques de défaillance du GPS. La frappe a révélé un changement de paradigme. Les lignes de ravitaillement auparavant considérées comme relevant de la zone arrière, sont devenues des cibles de première ligne avec l'arrivée des micro-drones. Les flux satellitaires en temps réel et la guerre électronique automatisée ont pu être intégrés. Dans les heures qui ont suivi la frappe, les débriefings se sont concentrés sur 3 faits opérationnels. Premièrement, la détection orbitale et l'analyse rapide par IA ont réduit les délais de décision de plusieurs heures à quelques minutes. Deuxièmement, les drones cinétiques à bas coût, dont la puissance a été amplifiée par une synchronisation précise, et le brouillage électronique ont engendré une force de destruction disproportionnée. Troisièmement, les répercussions politiques influenceraient les choix opérationnels autant que les calculs tactiques sur le champ de bataille. La forêt silencieuse, 1 heure auparavant, offrait désormais un paysage calciné, fait d'acier carbonisé de terre vitrifiée et de polymères fondus. La zone de tir était stérile. Les leçons furent immédiates et les conséquences durables. Lorsque les dernières flammes s'éteignirent dans la forêt de Belgard, le silence revint plus lourd qu'auparavant. Le sol était calciné, les châssis d'acier tordus, et l'air portait encore l'odeur âcre du carburant brûlé. Mais au-delà de la destruction, une vérité s'imposait. Chaque cratère, chaque véhicule détruit, rappelait que la technologie est dépourvue de conscience. Les machines obéissent aux ordres. Pourtant, ce sont les êtres humains qui décident de ce qu'ils détruisent. Les ingénieurs ukrainiens qui ont piloté les drones. Les soldats qui ont suivi les images en direct, tous savaient que cette opération n'avait rien à voir avec la victoire. Il s'agissait de survie. Et pourtant, chaque victoire était teintée de pertes. Au final, la guerre ne se mesure pas seulement aux cibles détruites, mais aussi aux avenirs anéantis. La leçon de Belgard n'est pas que de petits drones peuvent vaincre de grandes armées, mais que l'intelligence et le courage doivent soit servir la vie et non son extinction. La paix, ça, est la mission la plus difficile de toutes. Cela exige plus de précision que n'importe quel missile, plus de contrôle que n'importe quelle IA et plus de courage que n'importe quelle bataille. Si l'Ukraine et le monde veulent survivre, le feu doit cesser avant qu'il ne consume tout. Les machines peuvent mettre fin aux guerres, mais seuls les humains peuvent choisir la paix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine analyse approfondie du champ de bataille où chaque frappe raconte une histoire. À bientôt pour la prochaine mission.